Ok. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, pouvez-vous me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et que vous voyez correctement l'écran? J'attends une ou deux réponses. Oui, merci beaucoup. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode des DIH Talks. Je m'appelle Ivan, je suis Support Officer au Luxembourg Digital Innovation Hub et j'aurai le plaisir d'animer cette session avec vous aujourd'hui. Un grand merci pour votre présence, on est ravis de vous avoir avec nous. Le thème du jour, comment exploiter l'IA dans les opérations commerciales. Pour cela, pour en parler, nous, nous avons le plaisir d'accueillir Jarvan Mezid, Training Specialist à l'Université du Luxembourg. Elle va nous présenter quelques services du DIH et, ainsi que Thomas Friedrich, l'intervenant principal, CEO et co-founder de Artificial Business, qui va aborder le thème central de cette session. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la session. Et oui, je donne la parole à Jarvan. Elle présentera rapidement quelques services UDH en anglais et ensuite on continue avec le sujet principal en français. Bienvenue, Jarvan. Welcome. Thank you, Ivan. So I am Jarvan Mezid, a training specialist at the University of Luxembourg Competence Center. So I will present it in English, but if you take about 5 minutes for you to understand about this project and the list of the services that we are available, that we have them available in under this project. So for the LDIH, let's move to the next slide. So the LDIH is a Luxembourg Digital Innovation Hub. So it's a strategic initiative that aims to foster the digital transformation and innovation in the manufacturing and industry sectors, not only in Luxembourg, but also in the greater regions. So we are having the central platform that brings together the businesses, startups, academia, and also the public sector entities to promote this development and adoption of the advanced digital technologies. So we are the consortium of 5 different actors. So starting from the Lux Innovation, who is heading this project, leading this project. So we have also the Luxembourg House of Cybersecurity, the Luxembourg Institute of Science and Technology, the University of Luxembourg, and us, the University of Luxembourg Competence Centers. So if you can see here on the slide, we are informing you about the new technology. So we are inspiring you to use the new technology in your company, and also we engage you in our community. So in the next slide, you're gonna see the list of the services, and to have it in mind that these services are 100% funded by the Ministry of the Economy and the European Commission. So we move to the next slide. Then you're gonna see the list of the services that are available in this project. We are starting from the digital maturity assessment. This service is to do the assessment in the management level, to see overall the what technologies you are using in your company. And this one will be provided by the University of Luxembourg.
So we have the cybersecurity maturity assessment, and this service will be provided by the Luxembourg House of Cybersecurity. So for us, the University of Luxembourg Competence Center, we are performing this service, the digital skills assessment, the digital skill maturity assessment. So this assessment, we go deep down into the employees level. So we're gonna, well, the next slide, we're gonna see a little bit more on this assessment. So we have a digital roadmap support and investment support, because we have so many fundings that are available for your company. And these two services will be performed by the Lux Innovation. We have the digital industry training catalog, that we are collecting all the digital, training in digitalization, into one catalog. So that's what we are doing. And then I will show you how to or where to find it. So we have test before invest facilities. And this one is provided by LIST. And then we have the marketplace, so the customers and the providers can meet each other using this platform. And it is created by the Lux Innovation. So the next slide, I will talk about this is the main service that we are doing at the University of Luxembourg Competence Center. So we are serving the digital skills maturity assessment. So this assessment is to aim to be able to understand your company's current skills, like in the employees level, and also what this employee would like to have, or in the term of the skills in the future, in the near future. And this current skill and this desired skill will be met with the management skills, management requirement or not. That's what we are doing, with this assessment. So this assessment is available in German, English, French, Luxembourgish, and also Portuguese. So we have two parts in this assessment. It's a general digital skills, the one that you have, all the functionalities that you are having in a daily basis. And the second part is in emerging technologies, because you want to see the skills of your employees, if they know all these emerging technologies or not, or maybe they would like to know more, in the near future. So we have the assessment in AI, supercomputing, adaptive manufacturing, and 3D printing, AR and VR, for manufacturing, digital twins, and also blockchain, and then about the robotics. And the last one is the industrial Internet of Things. So at the end of this assessment, we're gonna sit together with your management team and see how we can create roadmap to map between the current skill of your employees and the skills that are required by the companies. So we are trying to fill the gaps, between the current skills from the employees and also the skills that are needed, in the near future. So if you are interested in this service, you can contact us with this email below, so you can send an email to myself, jarowan.misit@uni.lu, or my colleague, Thomas Benz, at uni.lu. So for the training catalog, if you want to see all the list of the trainings that are available in Luxembourg, in digitalization, then, you can go to dih.lu. You're going to see one section about the training catalog. And we have the list of the trainings that are categorized into this list: automation, connected industry, cybersecurity, digitalization, emerging technologies, industry outreach, and data science, supercomputing. And also we include the trainings in soft skills also in training catalog.
So we have the list of the training providers here that, working with us. So again, if you want to know more about this project, please visit dih.lu. And, if you are interested in the digital skill maturity assessment, you can contact me directly in this email address and contact information over here. So like I said, I will not spend too much of your time. Now it's time of the talk. And the title of the talk is the leveraging AI in business operations. So we have Thomas Federich. He's a CEO and a co-founder of the Artificial Business. Now here, Thomas, the floor is yours. Thank you very much, Yawan. Bonjour à tous. Je vérifie que je sois démuté. C'est tout bon. Bonjour à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, c'est pas le format que j'apprécie le plus, pour être très honnête. C'est pas évident du fait de pas voir les participants. Donc, c'est plus difficile pour mettre en place des interactions. Mais je vais essayer donc de vous présenter aujourd'hui tout de suite en partageant mon écran. Le sujet autour de l'intelligence artificielle, comment implémenter de l'intelligence artificielle dans son organisation, dans ses opérations, avec un focus plus particulier autour de la generative AI. On va essayer d'aborder la question des agents également. L'idée, c'est sur l'espace d'une heure, et ça sera un petit peu moins vu qu'on a déjà pris un petit peu de temps, donc je vais essayer vraiment d'aller le plus vite possible, d'avoir une overview sur la situation, pourquoi c'est important d'y aller, mais d'ailleurs je vais vous présenter le programme tout de suite. En guise d'introduction, si j'arrive à passer la page, voilà, en guise d'introduction, donc Thomas Friedrich, donc moi je suis CEO, co-founder d'une société qui s'appelle The Artificial Business, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les entreprises, avec une approche d'IA souveraine et sécurisée. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'IA, à travers pas mal d'activités différentes, mais essentiellement dans le contexte du domaine spatial, où mon activité en tant que general manager chez Earth Lab, c'est la géoinformation, donc c'est l'exploitation de données satellitaires, essentiellement de l'imagerie, traitée par intelligence artificielle pour fournir de l'information à haute valeur ajoutée dans plein de contextes différents, l'agriculture, l'humanitaire, la défense, etc. Ça fait donc plus de 10 ans que j'ai vraiment les deux mains dans l'IA. On est tous conscients qu'il y a eu un très très gros changement sur les 3 dernières années avec l'arrivée de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est la generative AI. Et ça fait plus de 10 ans que j'essaie d'expliquer aux entreprises pourquoi c'est important de se lancer dans l'IA, pourquoi c'est important d'utiliser ces technologies, de se familiariser avec l'intelligence artificielle. Et pour être très honnête, ça fait 10 ans que je me casse les dents. Ce travail d'évangélisme était très très compliqué à faire pendant de nombreuses années parce que l'IA, ça n'intéressait en tout cas pas grand monde en soi, avec des impacts qui étaient assez limités et des coûts et des investissements qui étaient relativement hauts. Donc pendant près de 10 ans, quand je parlais d'intelligence artificielle à des CIO, à des managers, souvent on me disait va discuter avec le CTO, va discuter avec les devs, et allez parler un petit peu entre geeks, et si vraiment vous avez quelque chose d'intéressant, venez me le présenter, mais ça se limitait un peu à ça. Ce qui est vraiment super, en tout cas pour moi, c'est que depuis les 3 dernières années, on a tous constaté un vrai changement. On parle d'intelligence artificielle tous les jours. Il y a une adoption de l'IA aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et dans l'ensemble des organisations d'ailleurs. Et donc, il y a vraiment une accélération et je vois un clair changement puisqu'aujourd'hui, effectivement, tous ceux à qui je parlais d'IA depuis 10 ans viennent me voir en disant il faut absolument expliquer, il faut former, il faut accompagner les entreprises à déployer cette technologie. Donc voilà, le petit moment que j'attendais depuis autant d'années arrive enfin, et ça, c'est le côté super positif. Et une constatation également que je souhaitais vous partager en introduction, c'est que finalement, pendant 10 ans, quand je parlais d'intelligence artificielle, je parlais plutôt à des gens orientés tech ou avec un minimum de compétences dans le domaine de la tech. Ce que je trouve vraiment super intéressant aujourd'hui, c'est que le profil des gens intéressés par l'IA a complètement changé, et aujourd'hui je m'adresse essentiellement à des managers, à des CIO. Ce qui démontre une chose, c'est que l'intelligence artificielle est finalement de moins en moins un sujet de technologie et de plus en plus un sujet de stratégie.
Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif et je vais essayer de vous le démontrer tout au long de cette session. Pour ceux qui souhaitent me suivre, n'hésitez pas, ou me contacter, n'hésitez pas, il y a un QR code, vous pouvez le flasher sans problème et de toute façon, vous aurez la présentation après ce webinaire. Donc très rapidement, voilà le programme, hein. On va essayer de faire rentrer ça sur 1 heure. Je vais essayer de respecter le timing sans faute. Je sais qu'après il est midi et c'est l'heure du déjeuner pour tout le monde. Je veux pas empiéter sur votre pause lunch. Mais voilà, l'idée c'est d'aborder rapidement la situation, de remettre quelques éléments de contexte. Pourquoi l'IA maintenant? Les opportunités, les risques. L'idée c'est pas de survendre l'intelligence artificielle non plus. Effectivement, c'est un vrai levier, c'est un vrai catalyseur de croissance, d'efficience, de productivité, mais il y a aussi des risques qui sont inhérents à cette technologie et je pense que c'est important et sain de les aborder. Je voulais quand même vous amener cette idée. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à l'IA? C'est vrai que je vois beaucoup d'initiatives dans les entreprises autour de l'intelligence artificielle. Malheureusement, il faut être aussi très honnête, beaucoup qui sont des échecs. Et ma constatation depuis les 3 dernières années où je fais quasiment plus que ça, intervenir dans les entreprises luxembourgeoises pour implémenter des projets d'IA, je me rends compte que l'essentiel des échecs sont directement liés au manque de préparation. Manque de préparation sur 2 aspects et j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure dans l'explication. Sur l'aspect de digitalisation et j'entends par là, les aspects de data, la disponibilité de la data, et puis les aspects de process. Est-ce que les process sont clairement établis en interne? Je rentrerai plus dans les détails un petit peu plus tard dans cette présentation, mais c'est les 2 éléments qui sont absolument essentiels et donc ça nécessite de se poser un certain nombre de questions avant de lancer, les projets d'intelligence artificielle. Je ferai juste un petit rappel sur les agents IA. Certains sont déjà très à l'aise avec ce terme, avec l'approche technique et technologique. D'autres n'ont pas encore une bonne vision ou compréhension de ce que sont des agents IA. Alors, je peux blâmer personne. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment dans la presse, mais souvent les journalistes sont pas forcément les mieux placés pour parler de tech. Et donc aujourd'hui, on mélange un petit peu tout. Des agents IA, des assistants IA, enfin tout ça, c'est un petit peu mélangé et je vais essayer de vous démystifier ce concept. Je voulais vraiment orienter cette présentation de façon assez pragmatique. Donc, je vous ai préparé quelques cas d'usage que j'ai pu observer sur le marché. Et donc, je vais essayer de vous les présenter en vous présentant donc le use case, l'approche de l'entreprise et les gains qu'ils ont pu observer. Je vous donnerai quelques éléments aussi sur la manière dont on peut créer son premier agent assez facilement à travers une petite méthodologie, mais aujourd'hui, c'est l'avantage. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles et on peut faire des tests, faire des expérimentations très peu chères et très rapidement. J'aborderai aussi la question de la souveraineté et de la sécurité. C'est des éléments qui sont particulièrement importants, en tout cas de plus en plus aujourd'hui, vu le contexte géopolitique et pour plein d'autres raisons. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'utiliser ou d'implémenter l'IA dans l'entreprise. Je pense que encore une fois, l'important, c'est de connaître les différentes opportunités, les différentes possibilités pour pouvoir faire les bons choix qui reposent encore une fois sur une question purement de stratégie. Derrière tout ça, bah oui, encore une fois, le déploiement de l'IA, si on veut vraiment que ça réorganise, que ça change l'entreprise, eh ben, il va falloir se donner de la visibilité et donc, par conséquent, construire une roadmap. Là aussi, je vous donnerai quelques éléments sur ce sujet-là et puis des petits passages à l'action. Voilà, pour commencer tout de suite et sur une introduction un petit peu large, et vous allez voir, on va faire cette intervention vraiment sous forme d'entonnoir. On commence de façon assez généraliste, mais l'idée, c'est vraiment de se remettre dans le bain. Et puis ensuite, on va aller faire des focus plus particuliers. Il y a une première question que j'aime poser et qui est directement liée finalement avec ce que je peux observer sur le marché. C'est la vraie question de se dire, est-ce que l'IA, c'est juste un gadget ou est-ce que l'IA, c'est le nouveau moteur de la stratégie de l'entreprise? Alors, vous comprenez bien qu'en tant que passionné d'IA et en tant qu'implémenteur d'intelligence artificielle dans les organisations, mon point de vue repose plutôt sur la deuxième partie, hein, considérer l'IA comme un vrai levier stratégique de l'entreprise. Mais c'est vraiment la première question à se poser. Est-ce que l'objectif, c'est de continuer comme la majorité des entreprises le font aujourd'hui, c'est-à-dire de faire quelques prompts sur ChatGPT ou sur Copilot, une traduction, la rédaction d'un email, et ça se limite à ça? Ou est-ce qu'on considère que l'intelligence artificielle peut réellement bouleverser les process, les procédures, l'organisation, la production, les services, la relation client d'une entreprise? Et c'est vers ça que j'aimerais vous amener. C'est ma première introduction, en tout cas la première idée que je vous partage, c'est que l'IA n'est pas seulement un gadget, elle ne doit pas seulement se limiter à un outil ou une interaction par semaine ou par mois, et qu'au contraire, elle doit vraiment s'imprégner, doit vraiment rentrer dans les process internes de l'entreprise de façon intéressante et pertinente.
C'est une révolution qui est exponentielle. Je vous l'ai déjà dit, hein, l'IA, c'est pas récent. Hein, ça fait des dizaines d'années que l'homme en rêve. Effectivement, il y a une très forte accélération sur les 3 dernières années avec l'arrivée de l'IA générative et portée par l'outil principal qui est ChatGPT. Mais l'IA, c'est 300 milliards de dollars investis en 2023. C'est des investissements qui sont croissants. Si on regarde aujourd'hui les plus grandes cotations boursières mondiales, c'est les entreprises actives dans l'IA. Je pense à Nvidia et à tous les autres. C'est intéressant de voir que même des sociétés comme Oracle, par exemple, hein, sur lequel plus grand monde ne misait, a surperformé en termes de valorisation récemment, essentiellement parce qu'ils ont fait des investissements massifs sur l'intelligence artificielle. Donc, on va encore une fois, on va revenir sur la question des agents, hein, mais la vraie rupture, c'est qu'on n'est plus seulement dans la génération de contenu, hein, de l'IA générative, mais de plus en plus à travers les agents, la capacité à l'IA de prendre des initiatives de façon autonome, déclenchées ou non par l'humain. Et c'est là où on commence à se projeter sur un nouvel usage de l'intelligence artificielle. Ce qui devient intéressant avec cette IA agentique, c'est sa capacité à s'interfacer avec des outils externes à travers notamment des API, de pouvoir prendre des actions et sans forcément, encore une fois, une intervention humaine. Donc, c'est un vrai bouleversement, cette forme d'intelligence artificielle. C'est une IA qui, encore une fois, pense comme un chef d'entreprise, comme un chef d'orchestre, qui va être capable de coordonner des actions, qui va être capable de travailler en coopération avec d'autres intelligences artificielles. Et donc, tout ça, ça va nécessiter d'être orchestré de façon intelligente. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Encore une fois, juste pour mettre quelques éléments de contexte, mais je voulais vous partager quelques statistiques d'introduction. Vous voyez sur la gauche la rapidité d'adoption entre Internet et ChatGPT. Vous voyez que c'est assez incroyable de voir à quel point cette adoption de ChatGPT, c'est une courbe quasiment verticale. Hein, c'est absolument incroyable. Sur la partie droite, c'est un petit comparatif entre la durée d'adoption de ChatGPT et d'autres plateformes pour lesquelles on est tous utilisateurs. On va pas tous les faire, mais moi je me souviens en 2004-2005 avec l'arrivée de Facebook, on parlait vraiment d'une révolution. On n'avait jamais vu une plateforme avoir autant d'utilisateurs aussi rapidement. Et pourtant, Facebook a mis 10 mois avant de toucher 1 million d'utilisateurs quand ChatGPT a pris 5 jours. Pour rester dans quelques statistiques, il y a une étude de Gartner que je voulais vous partager, que je trouve particulièrement intéressante. Ils ont interviewé des CIO et ils leur ont demandé quelle technologie allait avoir le plus d'impact sur leur industrie dans les 3 prochaines années. Et vous voyez, sans hésitation, plus de 60% à peu près, c'est l'intelligence artificielle. Alors OK, la donnée, bon, elle n'est pas si surprenante que ça en soi. Ce que je trouve assez pertinent, c'est de le mettre en corrélation avec les autres technologies qui sont abordées dans l'étude. Et donc là, vous voyez digitalisation, CRM, ERP, cloud, blockchain, enfin voilà. Donc, toutes des technologies dont on entend parler vraiment tous les jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les budgets continuent à être investis dans ces mêmes technologies. Donc, c'est pas parce que les CIO considèrent que c'est l'IA qui va le plus bouleverser, impacter, disrupter leur business dans les 3 prochaines années qu'ils arrêtent d'investir dans les autres technologies. Derrière ça, je voulais vous partager une idée que je trouve, enfin, en tout cas, que je trouve assez pertinente. C'est que pendant des années, quand je parlais de transformation digitale, ou je parlais même de révolution digitale, et j'utilisais ce terme révolution. Avec du recul aujourd'hui, j'utiliserai plus ce terme de révolution digitale. Je considère que ce qu'on a fait depuis les 20-30 dernières années, c'est juste mettre en place les bons outils pour supporter la réelle révolution qui est celle qu'on vit aujourd'hui, celle de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'IA sans data. Il faut de l'IA il faut des data pour créer des modèles d'intelligence artificielle. Et si on veut les implémenter dans les entreprises, il va falloir que l'entreprise ait de la data disponible pour alimenter l'intelligence artificielle et pouvoir utiliser l'IA dans un contexte de production. Ça veut dire que il faut passer par cette étape de digitalisation. Il va falloir passer par le déploiement d'outils digitaux, donc des logiciels, des softwares. Il va falloir déployer des clouds pour rendre cette data facilement accessible, facilement consommable, pour qu'une intelligence ou des intelligences artificielles puissent la consommer. Donc, ce que j'interprète derrière ces statistiques, c'est juste une prise de conscience des CIO qu'en fait, tout ce qu'on fait depuis 30 ans, le déploiement des softwares, tout le travail de digitalisation, rendre cette data accessible à l'intérieur des clouds, finalement, c'est pas ça qui va bouleverser leur business, mais c'est un prérequis nécessaire à la révolution de l'intelligence artificielle. Donc finalement, on peut considérer l'intelligence artificielle comme une certaine continuité de la digitalisation, mais encore une fois, la révolution, on va commencer à la vivre maintenant.
Sur la partie droite, vous voyez quelques chiffres. C'est vraiment ce que j'observe aujourd'hui sur le marché luxembourgeois et européen au sens large, hein. 70% des organisations en 2023 disaient explorer l'intelligence artificielle, s'intéresser au sujet, en tout cas la Gen AI particulièrement. En 2024, 88% déclarent avoir un plan focus sur l'AI, la Gen AI. Et ce qu'on commence à observer en 2025, c'est des projets qui passent de POC à production. Donc, ce qui est assez aussi, encore une fois, assez intéressant à lire derrière ces chiffres-là, c'est de voir à quel point finalement cette technologie est adoptée de façon extrêmement rapide. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la technologie que j'ai pu observer qui a le plus d'impact rapide et qui est le plus rapidement adoptée par les organisations. Alors pourquoi l'IA maintenant? Il y a une première réponse que j'aimerais vous partager, l'IA ne va pas vous remplacer, mais quelqu'un qui l'utilise bien, oui. Ça, c'est souvent une des questions qu'on me pose le plus souvent, notamment quand je fais des démos, parce que l'expliquer, c'est quelque chose, mais quand on montre ce qu'est capable de faire l'IA aujourd'hui, effectivement, assez rapidement, ça génère pas mal de craintes. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à faire des formations dans les entreprises pour expliquer ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne et essayer de démystifier le concept. Et donc, mon premier point de vue, c'est déjà de vous partager ce début de réponse, en tout cas qui est le mien, c'est de vous dire que non, l'IA va pas remplacer l'humain, mais va remplacer, mais c'est des humains qui utilisent l'IA qui vont remplacer un humain. Et effectivement, la différence de compétitivité entre un humain, entre un collaborateur, entre un salarié qui utilise l'IA et un qui ne l'utilise pas, elles sont criantes. Pour illustrer cette idée-là, je voulais vous partager cette étude qu'a réalisée Harvard et Boston Consulting Group avec une approche assez pragmatique, c'est qu'ils se sont dit, OK, si les CIO estiment que cette technologie de GenAI va complètement bouleverser leur business dans les 3 prochaines années, est-ce que finalement c'est une perception, un rêve, une bulle, ou est-ce que c'est quelque chose qui est réel et mesurable? Et donc, ils ont pris 2 panels, un panel à qui ils ont fourni de l'intelligence artificielle, un panel sans intelligence artificielle. Ils ont donné les mêmes tâches et ils ont essayé de mesurer l'impact. Et vous voyez sur la droite, le panel qui a utilisé l'intelligence artificielle, bah, c'est 12% de tâches réalisées en plus, une rapidité d'exécution, une vitesse d'exécution de 25% supplémentaire, avec une qualité supérieure de 40%. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, sur un marché, en termes de compétitivité, aucune entreprise ne peut se permettre de passer à côté de ses gains de productivité. Donc la question, c'est pas est-ce que votre entreprise doit aller vers l'IA, mais la question c'est quand est-ce qu'elle met en place les bons outils. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas ou vous ne le faites pas assez rapidement, bah, c'est vos concurrents qui vont le faire. Et vous pourrez jamais vous battre face à un concurrent qui est 12% plus rapide que vous ou 25% plus rapide que vous, qui fait 12% de tâches en plus et que la qualité est supérieure de 40%. Donc c'est un réel enjeu de non seulement de compétitivité. Encore une fois, je vous partage cette idée que l'IA, c'est pas une question technologique, mais c'est une question de stratégie, parce qu'en fait, c'est tout simplement la question de survie de votre organisation. En 2025, on voit aussi différentes approches, et ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus précisément dans la suite de cette présentation. Mais il y a différentes approches de l'IA. Il y a les outils qui sont grand public, ChatGPT, Claude, Gemini, qui sont des outils tout à fait intéressants. Mais sur les 3 dernières années, notamment et principalement au Luxembourg, j'ai eu beaucoup d'entreprises qui sont revenues vers moi avec cette idée de dire, OK, c'est des outils qui sont intéressants, tu nous expliques comment fonctionne ChatGPT, etc. C'est super, mais c'est pas du tout adapté à mon organisation. Pour plein de raisons différentes, mais essentiellement parce que je peux pas injecter de la donnée personnelle. Donc, tous les use cases HR, bah, je vais pas les injecter dans ChatGPT. Je vais pas injecter mes bilans financiers des 5 dernières années dans ChatGPT. Je peux pas injecter mon pipe commercial parce que c'est de la donnée stratégique, mes brevets, etc. Donc, OK, ces outils-là sont vraiment intéressants. C'est des outils généralistes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une IA générative qui connaît mon entreprise, que je peux interroger, avec laquelle je vais pouvoir collaborer sur les data de mon entreprise et surtout pouvoir le faire dans des conditions réglementaires, donc RGPD, IA Act, qui soient satisfaisantes et préserver mes intérêts économiques et stratégiques. Alors, l'IA, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est une menace? Bah, comme toute technologie, c'est les deux à la fois. Les bénéfices immédiats, bah, c'est une productivité démultipliée. Je viens de vous le montrer tout à l'heure, à l'instant, à travers l'étude de Harvard et de Boston Consulting Group. C'est une productivité qui est démultipliée, automatisation des tâches répétitives, chronophages, j'y reviendrai un petit peu après. Ça libère les équipes pour se dédier à des tâches qui ont de la valeur ajoutée pour l'entreprise et pour eux-mêmes.
C'est une compétitivité qui est renforcée. Je dirais même que c'est même une question de survie en termes de compétitivité. Une expérience client transformée. On est vraiment dans l'ère de la personnalisation grâce à l'IA et surtout une capacité de répondre de façon instantanée. Donc, à l'avenir, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est évident que les clients s'attendront à une autre relation que celle qui existe encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple et je vous ai dit que j'allais essayer d'illustrer tout au long de la présentation avec des exemples concrets. Je discutais avec le CEO d'une entreprise, une grosse entreprise d'électricité au Luxembourg, qui me disait, mais on est aujourd'hui à l'ère de l'IA avec des clients qui n'acceptent plus d'attendre un devis. Aujourd'hui, ils veulent avoir un prix et un devis instantanément, et c'est un vrai challenge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, peu importe le service ou le produit qu'on propose, de faire attendre son client pendant 24, 48 heures, parfois plus, pour lui fournir un devis. Il faut être capable d'être dans l'instantanéité et c'est de plus en plus à quoi s'attendent les clients. Réduction des coûts, effectivement, si j'arrive à augmenter ma productivité, à automatiser des tâches, ça me libère du temps et ce temps, c'est forcément des réductions de coûts que je vais pouvoir réinvestir au bon endroit. Les risques, en revanche, il y a aussi une dépendance, hein, dépendance aux outils. C'est vrai qu'essentiellement aujourd'hui, on voit massivement déployer des outils comme Copilot sur le marché. C'est des outils qui sont tout à fait pertinents, tout à fait intéressants, surtout dans un contexte de bureautique. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va aussi bien au-delà de Copilot. D'ailleurs, il y a encore une fois, je vous donne un feedback du marché, hein, il y a beaucoup de frustration autour de ce type d'outils. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes de l'IA qui sont pas forcément répondues par des outils comme Copilot. Donc voilà, d'être enfermé en tout cas dans un univers totalement dépendant de GAFAM, peu importe quel qu'il soit, hein, que ce soit Microsoft ou d'autres, c'est une vraie question en termes de souveraineté, en termes d'indépendance, en termes de maîtrise des coûts. C'est d'une certaine manière ce qu'on fait tous depuis 25 ans à l'ère du digital. On fournit gratuitement et massivement nos datas à ces GAFAM. On a largement participé à faire les mastodontes économiques qui sont aujourd'hui. Peut-être qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il serait intéressant de remettre les choses en perspective. Ils ont utilisé notre data pour devenir les géants qui sont. Ils utilisent nos data pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui nous recommercialisent aujourd'hui. Peut-être qu'il serait effectivement, encore une fois, intéressant de remettre les choses en perspective, même si je suis pertinemment conscient que c'est pas si évident que ça, que finalement des solutions européennes, il n'y en a pas tant que ça. Alors il y a Mistral, mais il y en a peu d'autres. En tout cas, il y a quand même des solutions et je vais essayer de vous partager quelques visions autour de ça dans cette présentation. La question de la sécurité des données, là aussi, je vous donnerai quelques exemples concrets, mais il y a une vraie exposition des données sensibles, des fuites potentielles, parfois des non-conformités au RGPD. Donc, c'est important aussi de savoir ce qu'on fait avec l'IA, où vont nos data et comment elles sont utilisées. Et c'est vraiment des éléments à ne pas sous-estimer. La perte de contrôle, hein, potentiellement, effectivement, les IA ne sont pas parfaites. C'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Il peut y avoir des biais, il peut y avoir une certaine opacité sur des outils grand public, on va dire. C'est pas forcément facile à auditer, hein. C'est très très compliqué d'aller auditer ChatGPT ou Copilot. Donc encore une fois, peut-être que parfois en utilisant des solutions plus propriétaires, on aura la capacité de lever le capot, d'aller analyser les logs et d'être capable d'avoir beaucoup plus d'informations d'audit, notamment en cas de contrôle de la CNPD. Résistance au changement, il ne faut pas oublier que derrière cette technologie, il y a des humains avant tout, et que l'humain, il va falloir passer au-delà de ses craintes. Encore une fois, l'important, c'est de le former, d'être transparent, d'aborder l'intelligence artificielle de façon claire et honnête pour faire en sorte d'inborder tout le monde dans ce changement et de passer au-delà justement des réticences et des craintes que cette technologie peut engendrer. Alors, je vous l'avais dit, première question, êtes-vous prêt pour l'IA? C'est vraiment l'idée de se dire, est-ce que votre organisation, elle est IA friendly? Est-ce qu'elle est prête à recevoir l'intelligence artificielle? Pour concevoir des projets d'intelligence artificielle pertinents, ça repose sur 3 grands éléments que je partage assez rapidement. Je surveille le timing pour essayer de rester dans les délais. Première étape, c'est la digitalisation des processus. Est-ce que les workflows sont clairement documentés, disponibles, établis dans votre organisation? C'est le premier élément. Quand on crée un agent IA, il va falloir lui expliquer, notamment avec ce qu'on appelle un prompt system. Donc, il va falloir lui décrire très exactement ce que vous attendez de lui. Comment il va devoir le réaliser, quelles sont les limites qu'il va devoir s'imposer. Donc, vous allez devoir lui expliquer très clairement, étape par étape, ce que vous attendez de lui.
Ça, en fait, on se retrouve tout à fait avec la notion du prompt classique, hein, agent IA ou un prompt classique. Dans tous les cas, vous allez devoir expliquer à l'intelligence artificielle ce que vous voulez qu'elle réalise pour vous, un petit peu dans cette idée du rôle action, tonalité, format. Rôle, qui elle est. Hein, tu es assistant HR dans ma société, tu es responsable marketing, tu es consultant juridique. Action, qu'est-ce que tu vas devoir réaliser pour moi? Tu vas devoir faire une étude, me rédiger un rapport, je sais pas, faire une analyse, faire des posts pour LinkedIn. Le ton, c'est le ton de votre organisation. Je suis une startup, tu vas devoir le faire avec un ton friendly, en tutoyant l'utilisateur. Ou au contraire, je suis une banque, tu devras adopter un ton professionnel et corporate. Donc le ton que l'IA va devoir utiliser. Et le format, c'est le livrable, hein. Tu devras me fournir le résultat sous forme d'un document Word, d'un document PDF, d'un tableau Excel, de slide PowerPoint ou d'un Gantt, d'un SWOT, etc. Donc, ce rôle action, tonalité, format, c'est l'instruction que vous donnez à l'intelligence artificielle, c'est les processus, les méthodes que votre intelligence artificielle va devoir respecter. Et ça, c'est une des premières problématiques que j'observe sur le marché, c'est que peu d'entreprises sont vraiment matures avec des workflows qui sont clairement établis. Et donc ça, c'est une première étape qu'il va falloir structurer et qui est absolument nécessaire. Je discutais avec un CIO hier qui me disait, bah oui, chaque collègue sait comment on fait, mais on n'a jamais documenté ça de façon très officielle. Donc ça, c'est un des premiers challenges à réaliser. Deuxième étape, la qualité des données. Une fois que l'intelligence artificielle, on lui a dit ce qu'il fallait qu'elle fasse et comment il fallait qu'elle le fasse, la deuxième étape, c'est lui donner accès à de la donnée de l'entreprise pour qu'elle puisse vous fournir un résultat personnalisé, un résultat sur mesure. Et là aussi, c'est un énorme problème que je vois aujourd'hui sur le marché, c'est que finalement, la question de la disponibilité de la donnée, est-ce que la donnée est claire, facilement accessible, actuelle? C'est dans les organisations, c'est pas si facile, voilà, de savoir si cette data est vraiment disponible pour la consommation de l'IA. Donc ces 2 premiers travaux sont absolument nécessaires, c'est des prérequis. Vous voyez que ça revient à mon idée, que je vous ai présentée précédemment, qu'en fait, avant de pouvoir faire de l'IA, il y a un vrai travail de digitalisation finalement. Le travail de digitalisation sur la donnée et sur les processus, c'est le terreau qui va permettre de construire derrière des projets d'intelligence artificielle efficaces. Et le troisième aspect, c'est la culture d'expérimentation. Encore une fois, sur les aspects culturels, l'humain, dans tous les cas, reste au cœur du changement. Et donc, il va falloir être capable d'avoir cette culture du test, de tester, d'échouer, d'apprendre, de recommencer et d'avoir finalement cette capacité d'innovation et d'expérimentation en interne. Je vous partage juste une petite statistique qui en général fait sourire, mais derrière ce chiffre, ça veut dire beaucoup. 68% des employés en France admettent utiliser ChatGPT ou l'IA générative sans en informer leur manager. Alors, cette petite data a toujours fait rire, mais en fait, elle n'est pas si drôle que ça. Parce que sur ces 68% de salariés, forcément que l'immense majorité, d'ailleurs, sinon ils ne le diraient pas à leur manager, c'est leur compte perso. Donc, ils utilisent leur compte perso pour faire des tâches professionnelles. En soi, ce serait pas si dramatique si plus de 90% des comptes personnels sur ChatGPT sont des comptes gratuits. Et en marketing, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Par conséquent, un collaborateur qui utilise son compte gratuit personnel pour faire des tâches professionnelles, il va y injecter de la data de l'entreprise. Et ça, les managers n'ont aucune visibilité sur ce type de data et c'est potentiellement de la donnée stratégique, voire pire, de la donnée personnelle. Et à ce moment-là, ça pose des réels problèmes en termes de RGPD, puisque en aucun cas, l'entreprise ne pourra dire, mais je savais pas, c'est mon collaborateur qui a utilisé ChatGPT sans que je le sache. L'entreprise, en termes de RGPD, est responsable du stockage et du traitement des données personnelles et par conséquent, c'est sa responsabilité légale. Donc, il faut absolument, en tant qu'entreprise, être capable très, très rapidement de prendre des mesures qui permettent aux collaborateurs d'utiliser de l'IA générative dans des conditions de sécurité optimisées, parce que sinon, effectivement, on imagine tout de suite le risque. D'expérience, mettre en place une policy interne ne suffit clairement pas à éviter la fuite de data. Les agents IA, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a eu différentes étapes finalement avec l'arrivée de la GenAI. Les premières visions, les premières versions des agents IA, c'était quelque chose d'assez simple. C'était un simple chatbot qu'on avait restreint à réaliser des tâches très spécifiques pour une entreprise. Donc un chatbot qui était capable de répondre, de générer du contenu,
sur base de data qu'on lui avait transférées. C'est typiquement les GPTs dans l'environnement de ChatGPT. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle un agent RAG, à qui en fait on va donner des documents, on va uploader des documents et l'assistant va être capable de consommer ces documents et de vous répondre sur la documentation qu'on lui a transmise ou de rédiger du contenu. Ces chatbots, c'était la première étape, mais elle est quand même assez limitée pour une raison qui est assez simple, c'est qu'elle n'est pas capable de réaliser des tâches de façon complètement autonome. La deuxième étape, c'est que le deuxième frein, c'est que ces assistants sont pas capables réellement de s'interfacer avec des outils externes. On a évolué, on est arrivé vraiment sur ces agents IA et les agents IA ont vraiment cette force, cette capacité de pouvoir s'interfacer, de pouvoir réaliser des actions, donc non pas seulement vous répondre ou vous générer du contenu de façon basique, mais vraiment de pouvoir activer, mettre en marche un workflow et exécuter un workflow pour être capable d'automatiser complètement une tâche. Et donc, on est vraiment dans un basculement avec cette forme d'agent IA qui devient de plus en plus pertinent. Donc, un agent IA, pour vous le résumer, c'est quoi? C'est d'abord un modèle d'intelligence artificielle. Deuxièmement, c'est de l'accès à de la data interne de l'entreprise. Troisièmement, c'est un système prompt, donc c'est des instructions qu'on va lui donner. Et quatrièmement, c'est la capacité d'effectuer des actions avec des outils externes, que ce soit à travers une boîte email, un ERP ou plein d'autres. Je vous donnerai quelques exemples juste après. En voici déjà quelques-uns. Un agent RH, par exemple, qui serait capable de rédiger automatiquement des contrats de travail conformes, de trier, de présélectionner de façon intelligente des CV, de répondre aux questions récurrentes des collaborateurs, de faire la gestion de l'onboarding de nouveaux entrants ou de la planification automatisée d'entretien, voire de la préparation d'ailleurs d'interviews. Ça, c'est des use cases RH que aujourd'hui on a vraiment l'habitude de traiter, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Le secteur RH d'ailleurs est un secteur qui implémente le plus rapidement d'ailleurs l'intelligence artificielle, peut-être avec le marketing. C'est les deux métiers finalement qui sont les plus demandeurs de l'IA. Agent support client, réponse instantanée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, escalade intelligente vers l'humain si l'IA est à la limite de ses connaissances, résolution de problèmes techniques de niveau 1, suivi automatisé de tickets, analyse de sentiments, satisfaction client. Typiquement, l'IA vocale est aujourd'hui en pleine explosion. Ça marche de mieux en mieux. Alors, il faut admettre que sur les langues européennes, c'est pas encore super performant. Sur le luxembourgeois, encore pire. Mais aujourd'hui, dans les interactions en anglais, notamment, on a de plus en plus de mal à différencier si c'est une IA ou si c'est un humain. Et on a vraiment quelque chose qui est de plus en plus efficace. Et c'est pas seulement dans l'interaction client. D'ailleurs, je suis assez surpris. En tout cas, j'étais assez surpris de voir à quel point le vocal est de plus en plus adopté. Pour vous donner un exemple, dans mon entreprise, mes collaborateurs interagissent essentiellement avec les agents IA à travers le vocal. Donc c'est vraiment en parlant, en donnant les instructions à l'intelligence artificielle qui réalise la majorité des tâches. Ils reprennent la main par écrit que si ils doivent donner beaucoup plus d'explications, que ça doit être beaucoup plus structuré. Mais pour l'immense majorité des actions à réaliser rapidement, mes collaborateurs en vocal donnent instruction directement à l'intelligence artificielle. Toute la partie juridique, hein, notamment ce qui peut être assistant juridique RGPD, hein, donc capable d'analyser automatiquement des documents, vérifier des clauses contractuelles, générer des politiques de confidentialité, alerter, alerte réglementaire ou des audits automatisés de traitement de données. Là aussi, l'avantage du RGPD, c'est que c'est pas réellement un règlement sur lequel il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Donc c'est assez fixe comme cadre. Et donc, par conséquent, l'IA est vraiment capable assez rapidement de devenir très bonne pour répondre aux questions juridiques autour du RGPD. Voilà, ces 3 premiers cas d'usage concrets, c'est toutes des choses qui ont déjà été réalisées pour des entreprises luxembourgeoises. Je vous donnerai des exemples peut-être un peu plus précis juste après. Identifier les bons problèmes à résoudre grâce à l'intelligence artificielle. Typiquement, c'est vraiment aller chercher les quick wins, hein, pour les entreprises qui lancent les premiers projets d'intelligence artificielle. Et pour ça, les premières questions, alors moi, il y a une question que j'adore poser et que je trouve vraiment intéressante quand on discute avec des collaborateurs, c'est de leur dire, mais finalement, si demain, la direction de ton entreprise te mettait à disposition un assistant, qu'est-ce que tu lui confierais comme tâche dans ta journée? Et cette petite question-là, elle fait vraiment émerger un certain nombre de réflexions que je trouve en général assez pertinentes. De façon générale, ce qu'on va chercher quand on va chercher un quick win pour l'IA,
C'est des tâches à fréquence élevée, donc des tâches qui sont répétées quotidiennement ou de façon hebdomadaire, en tout cas qui reviennent de façon automatique, sur lesquelles on va pouvoir mesurer l'impact, hein, donc l'économie de temps, le gain de productivité. Euh, le processus, est-ce que c'est un processus qui est clairement établi? Est-ce qu'on fait toujours la même chose? Et puis surtout, est-ce que ça a une forte ou faible valeur pour le collaborateur lui-même? Et c'est là où je vous partage juste aussi une petite notion autour de l'IA que je trouve intéressante, c'est que c'est une des premières technologies qui, à mon sens, sert autant l'entreprise que le collaborateur. L'entreprise, parce que oui, si on gagne en productivité, ça paraît clair que l'entreprise est gagnante, mais le collaborateur aussi, parce qu'encore une fois, l'IA, elle est très efficace sur les tâches les plus répétitives qui ont le moins de valeur ajoutée. Et c'est toujours, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que les collaborateurs sont toujours assez contents de pouvoir déléguer toutes ces tâches-là à un agent qui les réaliseront pour eux, parce que, encore une fois, ils y trouvent absolument aucun intérêt. C'est nécessaire, c'est obligatoire de le faire, donc ils le font, mais ils le font à contre-cœur. Et le fait de pouvoir laisser ça à une IA, bah, c'est quelque chose qui est plutôt positif et ce qui facilite l'adoption finalement en interne. Donc vraiment, je vous ai mis cette petite matrice, hein, impact versus faisabilité. Haute faisabilité et fort impact, hein, c'est tout ce qui est projet stratégique. Vous avez les faibles impacts et haute faisabilité, c'est ces gouffres financiers avec un faible impact, difficile à mettre en œuvre. Faible faisabilité et faible impact, bon bah cela, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est les gains rapides, hein, avec un fort impact directement. Donc voilà, c'est une petite matrice, mais pour générer des succès rapides et créer une dynamique positive. Identifier les bons cas d'usage, comme je vous le disais à l'instant, hein, l'idée c'est vraiment d'aller chercher dans son organisation quelles sont les tâches chronophages pour lesquelles la donnée est disponible et pour lesquelles il y a des règles, donc des process qui sont connus et établis. Et ben, typiquement, ces cas-là sont les parfaits candidats pour l'intelligence artificielle. Donc, quelques questions qui sont intéressantes à se poser. Cette tâche prend-elle beaucoup de temps à vos équipes? Disposez-vous des données nécessaires pour entraîner ou alimenter l'agent d'intelligence artificielle et quelles sont les règles métiers? Est-ce que les règles métiers sont clairement documentées? Donc, encore une fois, vous voyez qu'il y a vraiment cette idée de répétitivité et de temps consommé. Il y a cette idée autour de la digitalisation, de la disponibilité de la donnée et des processus établis ou non. Pour vous partager quelques cas un petit peu plus concrets, une fiduciaire luxembourgeoise, hein, expertise comptable et fiscale, qui a souhaité créer un agent qui automatise la rédaction de procès-verbaux, donc de minutes de board et de General Assembly. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers cette initiative, on a quand même un workflow assez établi. Ça va de la retranscription du meeting Teams par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va ensuite être capable de rédiger ces procès-verbaux, donc ces minutes, sur base de templates qui lui ont été fournis par entreprise. Une fois que c'est validé et que, les minutes ont été générées, c'est validé par l'humain, envoyé automatiquement dans un outil externe type DocuSign avec notification aux administrateurs pour la signature. Et une fois que tous les administrateurs ont signé le PV, une sauvegarde automatique du PV dans un folder interne de la fiduciaire. Moins 60% de temps sur la production de documentaires avec une conformité accrue, moins de coquilles, moins de fautes d'orthographe, moins de problématiques comme ça. Un centre de formation professionnelle qui souhaitait déployer un agent d'onboarding automatisé et FAQ interne pour ses collaborateurs. Satisfaction apprenant 30%, charge administrative 50% en moins. Secteur audit conseil, un assistant réglementaire qui analyse et analyse de documents juridiques. Encore une fois, un temps d'analyse divisé par 3 et beaucoup moins d'erreurs de conformité. Alors, pour vous partager une initiative peut-être un petit peu plus développée, un cabinet comptable luxembourgeois qui dispose d'une quinzaine de collaborateurs qui avaient des problématiques autour de la prospection commerciale. C'est chronophage, il y a un manque de personnalisation, de ciblage précis. Ça limite l'acquisition de nouveaux clients et détecter des opportunités de croissance. Donc, toute leur démarche était vraiment la constatation générale. On a un faible taux de réponse lors de démarchage classique. Difficulté à identifier les PME les plus susceptibles de devenir clients. Une approche générique peu efficace, en tout cas la même que l'ensemble du marché. C'est extrêmement chronophage. Puis c'est un temps précieux des commerciaux consacré à la qualification manuelle des prospects. Donc l'agent qu'on leur a déployé, c'est assez simple, hein, c'est une analyse automatisée des données clients existantes
Donc, on utilise une IA pour complètement screener le portefeuille de clients, identifier et faire vraiment du profiling sur les clients, et puis identifier des nouvelles opportunités de vente croisée, donc des services additionnels, des niches de marché, ce genre de choses. Derrière, on est capable de générer automatiquement des emails de prospection personnalisés en utilisant l'intelligence artificielle. On intègre des informations pertinentes sur le prospect, son secteur d'activité, donc vraiment une approche extrêmement personnalisée. Et donc, on améliore forcément le taux d'ouverture. On a un suivi automatisé des interactions, du scoring des leads. Et puis derrière, on est capable de faire un reporting automatique des performances commerciales à travers un tableau de bord. Donc pour vous donner un exemple, hein, après 6 mois, on est à 50% d'augmentation des leads qualifiés, moins 50% de temps passé en prospection manuelle et 20% de taux de conversion supplémentaire. C'est des datas moyennes, mais on est autour de ça et surtout une meilleure visibilité sur le pipeline de vente. Je vous ai partagé quelques informations en termes de budget, vous aurez l'occasion de les décortiquer après, c'est vraiment des estimations, hein. Un autre cas, c'est une PME industrielle, hein, manufacturière, qui consacrait en moyenne, c'était un calcul d'une quinzaine d'heures par semaine à la production manuelle de rapports qualité pour ses clients grands comptes. Et pour ça, leur problématique, c'est qu'en plus, ils devaient consommer de la data dans 3 systèmes sources internes, donc 3 logiciels, 3 softwares internes différents. L'idée, c'est de construire un agent qui est capable d'aller s'interfacer donc à travers les API sur les 3 systèmes, extraire automatiquement l'ensemble des données de qualité, donc ça veut dire de la donnée à jour, être capable de les analyser, donc détecter des anomalies éventuellement, générer des analyses narratives, et puis ensuite de passer ça entre l'humain. Je vous ai partagé ce use case-là parce qu'encore une fois, je pense qu'il est vraiment essentiel de garder l'humain dans la boucle. L'automatisation, oui, mais il faut quand même mettre des garde-fous à certaines étapes et donc de nécessiter, ou en tout cas d'appeler une validation humaine me paraît tout à fait pertinent. Donc dans ce contexte-là, l'humain va quand même faire une rapide revue, et puis donc potentiellement enrichir ou ajuster pour le contexte du client. Et puis derrière, il y a une distribution complètement automatisée du document. En l'occurrence, il y avait un envoi par email et le dépôt de certains rapports directement sur des plateformes clients. 85% de temps de gagné supplémentaire. Ils sont passés en gros de 15 heures à 2 heures de rédaction par semaine, 40% d'erreurs en moins et un ROI qui était sur 6 mois. Donc, je voulais vous partager sur ce cas un peu plus concret, ce qui a bien marché et les erreurs à éviter. Donc, l'avantage sur ce projet-là, c'est que le projet était bien cadré. Donc, il y avait vraiment un travail de préparation qui a été fait de façon efficiente. Il y a une approche qui a été progressive, hein, donc on n'a pas intégré tous les outils, toutes les sources de data dès le début. On y allait vraiment étape par étape, hein, API après API. Donc, au fur et à mesure, on a enrichi l'intelligence artificielle de différents types de données venant de différentes sources. Et puis, encore une fois, il y a vraiment cette idée que l'humain reste un validateur dans l'ensemble du workflow pour être sûr quand même d'avoir un niveau de qualité et d'éviter les erreurs dans le workflow. Les erreurs à éviter, hein, c'est le perfectionnisme. Bah oui, l'IA n'est pas parfaite. Il faut pas s'attendre. L'accuracy de l'IA n'est pas à 100%. Donc, l'IA a des biais, l'IA fait des erreurs. Il faut en être conscient. C'est pas pour ça qu'il faut pas lancer des projets, qu'il faut pas expérimenter. Mais en tout cas, il faut en être conscient. Négliger la data, c'est ce que je vous dis depuis le début de cette session, hein. Il faut absolument nettoyer, standardiser ces données. Donc, il y a un vrai travail. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut aider, en tout cas dans certains cas, à faire ce travail de nettoyage, de préparation de la data. Donc, il faut pas hésiter à utiliser l'IA pour accélérer sur cette problématique de digitalisation. Et puis éviter les silos technologiques, hein, donc le projet a impliqué dès le début l'équipe IT, les opérations, la direction. Donc vraiment l'idée d'avoir un écosystème autour de l'intelligence artificielle. C'est une des problématiques aussi que je souhaite vous partager, c'est qu'on voit de plus en plus dans les entreprises des vraies problématiques autour des initiatives IA qui sont très difficiles à piloter. Et là, on en vient à cette idée d'orchestration, hein, mais il y a le service RH qui essaye de faire une initiative avec de l'IA. On a les gens en marketing qui veulent faire une initiative avec d'autres outils IA. On a les gens de la production qui ont encore une autre initiative. On se rend compte que finalement, il y a plein d'outils, il y a plein d'initiatives et que rien n'est réellement coordonné à l'intérieur de l'entreprise, d'où l'importance d'essayer de mettre en place une vraie orchestration de l'intelligence artificielle.
Assistant commercial, je vous l'ai déjà passé, donc on va passer très vite parce que je vois que le temps avance extrêmement vite. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la capacité de tester, de mettre en place des premiers agents IA, même si c'est juste en phase POC avant de les passer en production avec des technologies plus avancées. Mais donc encore une fois, première étape, c'est identifier le cas d'usage précis, définir les inputs, les outputs, hein, qu'est-ce que l'agent doit rentrer comme data et qu'est-ce qu'il va devoir sortir et sous quel format. Créer le prompt ou l'agent via une plateforme. Des plateformes, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui disponibles. Hein, vous les connaissez, il y a ChatGPT, N8N et plein d'autres. Ou faites-vous accompagner sur ces étapes-là et déployez, mesurez, surtout mettez des KPI. L'idée, c'est pas de faire du techno-push. Faire de l'IA pour de l'IA, ça n'a pas de sens. Au contraire, donc à chaque fois que vous mettez en place un agent IA, définissez les KPI pour mesurer son impact sur votre organisation. C'est le seul moyen qu'il y ait une réelle adoption, à la fois au niveau du management et à la fois au niveau des collaborateurs. Les risques, il y en a plusieurs, hein. Vous voyez que Copilot, par exemple, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est pas loin de ça, hein, devient une passoire à données. Oui, Copilot a eu des leaks de données avec des vraies problématiques de conversation qui ont fuité, des documents qui ont fuité. Donc c'est un vrai problème. Vous avez ChatGPT hein, qui utilise massivement de la donnée et qui viole parfois la privacy pour entraîner les modèles. Vous avez des data breach chez OpenAI qui sont pas déclarés parce que quand on est une startup en pleine croissance, c'est pas forcément le sujet qu'on a envie d'aborder. Vous avez l'Italie hein, qui a condamné OpenAI pour un mauvais usage des données. Et pour illustrer tout ça, c'est pas qu'une parano européenne, hein, mais vous avez le Congrès américain qui a interdit à ses membres l'usage de Copilot, Microsoft. Donc ça démontre bien que même le Congrès américain n'est pas forcément confiant ou de confiance envers Microsoft et son outil Copilot. Donc, si le Congrès américain n'a pas forcément confiance dans Copilot, la question c'est pourquoi nous, entreprises luxembourgeoises, on devrait en avoir plus. J'en viens à mon point, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs moyens de faire de l'intelligence artificielle, notamment de façon sécurisée. On parle de plus en plus quand même de l'IA on-premise, souveraine, sécurisée, donc en utilisant des modèles open source, parce que oui, il y a tous les modèles grand public qu'on connaît, qui sont marketingement très mis en avant, parce que effectivement, c'est des modèles qui sont payants et il y a un intérêt économique à les pousser. Mais il y a aussi aujourd'hui des centaines, voire des milliers de modèles open source qu'on peut télécharger et installer directement sur les serveurs de l'entreprise de façon complètement déconnectée d'Internet. Souvent, c'est les mêmes providers. Hein, donc, OpenAI vous fournit un ChatGPT en version payante SaaS, mais vous pouvez aussi télécharger certains modèles d'OpenAI. Je pense à OSS, GPT OSS en 20 billions ou en 120 billions de paramètres que vous pouvez télécharger et exécuter directement sur vos serveurs de votre entreprise. Meta a mis des modèles aussi en open source, Mistral a mis des modèles en open source, DeepSeek a mis des modèles en open source. Donc aujourd'hui, il y a quand même tout un nouveau courant qui se met en place en parallèle des outils grand public, qui permet aux entreprises de prendre ces modèles open source, de les installer sur leur serveur, de leur donner accès directement à la data de l'entreprise et de pouvoir l'exécuter dans un environnement complètement sécurisé et clos. Et ça, c'est une approche qui me paraît vraiment intéressante sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que il n'y a plus besoin de mettre en place des policies internes, puisqu'il n'y a plus de risque de fuite de données. Donc, vos collaborateurs peuvent faire tous les prompts qu'ils veulent, utiliser tous les documents de l'entreprise. Il n'y a absolument aucun risque que la data ne sorte des serveurs de l'entreprise. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que si vous créez vos agents IA qui sont chez vous sur vos serveurs, c'est votre propriétaire, c'est votre IP, et par conséquent, vous créez de la valeur économique pour votre entreprise. Aujourd'hui, on a du mal à se projeter, mais dans 5 ans, dans 10 ans, quand votre entreprise aura 10, 15, 20, 50 agents IA qui tourneront en interne, tout ça, c'est de l'IP, tout ça, c'est de l'intangible asset, et un jour, ce sera représenté au bilan économique de votre entreprise. Donc c'est un asset qui est particulièrement intéressant à développer. Si une entreprise luxembourgeoise investit 1 euro dans l'IA, ça me paraît intéressant qu'elle puisse le voir sur son bilan comptable plutôt qu'enrichir des GAFAM. Donc très rapidement, voilà, les modèles d'intelligence artificielle, ils sont chez vous, mais derrière ces modèles-là, il va falloir quand même les orchestrer. C'est ce que je vous disais. Il va falloir faire en sorte que les différents agents IA qui utilisent ces modèles open source puissent interagir entre eux. Il va falloir gérer les droits d'accès. Donc il y a quand même un vrai travail d'orchestration qu'il va falloir faire. Donc il va falloir déployer une plateforme d'orchestration sur vos serveurs qui va vous permettre justement de faire en sorte que tout ça fonctionne de façon efficiente, coordonnée. Et encore une fois, non pas des interactions uniquement humain-agent, mais aussi de faire en sorte que les agents eux-mêmes puissent travailler de façon coordonnée entre eux et interagir entre eux.
Donc encore une fois, hein, ça, on passe au-delà de tous les aspects de cybersécurité. On est dans des conformités réglementaires optimisées, puisque encore une fois, aucune donnée ne quitte l'infrastructure de l'entreprise. Et puis donc, ça va permettre de maîtriser les coûts, puisque bah oui, c'est mes agents, ils sont chez moi. Je paye pas à la consommation, donc par conséquent, j'ai une vraie visibilité sur les coûts que l'IA va représenter. Je suis indépendant stratégiquement, hein. Demain, il y a un crash des serveurs de Microsoft, ou il y a un crash Microsoft, comme c'est déjà arrivé sur les aéroports assez récemment. Bah moi, je serai pas du tout impacté. Et donc, j'ai vraiment une souveraineté dans mon outil stratégique qui est l'intelligence artificielle. J'en arrive à la fin et je vois que le temps est déjà dépassé, donc je termine juste cette dernière étape, hein. La roadmap pour l'entreprise. Première étape, c'est une sensibilisation, donc éduquer, aller chercher des quick wins. La deuxième étape, c'est se pencher sur des agents de métiers spécifiques, donc commencer à construire ses premiers agents. Et la troisième étape, c'est vraiment d'utiliser l'IA comme un accélérateur et un levier stratégique. Encore une fois, vous aurez ces slides, donc vous pourrez les voir ensemble. Donc surtout, mon petit conseil pour terminer, start small, scale fast. Commencez petit, expérimentez, créez vos premiers agents et puis surtout, bah, passez-les vite en production, accélérez très très fortement. N'hésitez pas à vous faire accompagner. L'intelligence artificielle, c'est un métier, même si c'est excitant pour tout le monde et que tout le monde a envie d'aller mettre les doigts dans l'IA. N'oubliez pas que bah, votre métier, c'est votre business au départ et c'est pas forcément l'intelligence artificielle. Donc, ne passez pas trop de temps non plus à vouloir faire de l'IA. Il y a des entreprises qui sont spécialisées, que ce soit pour vous accompagner à créer votre roadmap, vous accompagner à créer vos agents, pour former vos collaborateurs. Donc, appuyez-vous sur des professionnels qui sont là pour ça et essayez de leur transmettre finalement votre expertise métier pour qu'eux puissent les traduire en termes d'intelligence artificielle. Donc, mettez-vous des challenges, hein, mais un atelier d'IA personnalisé, un agent opérationnel en 30 jours, mesure du ROI et scaling. Encore une fois, n'hésitez pas, faites-vous accompagner. Je suis là à votre disposition. Vous avez mon contact si vous voulez en rediscuter. Voilà, je vous remercie. J'ai légèrement dépassé le timing. J'en suis désolé. Je suis en train d'empiéter sur votre pause de midi. Mais ce que je vous propose, c'est de vous laisser les 5 dernières minutes si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ces explications, Thomas. Et oui, on a en fait une question. Will this presentation be shared? Oui, la présentation va être partagée. On va la partager lundi normalement. Vous aurez les slides et aussi le replay sur notre site web. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je passe vite. Pour le QR code, si vous scannez le QR code, vous pouvez accéder à notre page événement. Le prochain webinaire est le 7 novembre, l'épisode 15, Cyber Resilience Act and Impact, et le prochain workshop qui est que pour les industriels, le 13 novembre, le Test Before Invest User-Centric Design. Un grand merci pour votre participation et un grand merci pour votre interaction au début. C'est important toujours de savoir si tout fonctionne bien. Et merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne journée. Et merci Thomas et Jarouvan pour la présentation. Je vous souhaite aussi à vous une bonne journée et un bon week-end. Merci. Grand merci. Merci à tous. Merci Ivan.